Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. À l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un discours à la nation, un discours où le souverain revient traditionnellement sur la situation et surtout le développement de nos provinces du Sud. Cette année, Sa Majesté s'est inscrit dans une démarche résolument économique sur le plan sectoriel et infrastructurel, géostratégique et aussi africaniste. On se souvient que, voici 8 années déjà, le souverain avait annoncé un méga plan de développement et d'investissement de près de 80 milliards de dirhams, pratiquement abouti aujourd'hui. Cette année, Sa Majesté le roi a décidé de souligner puis de renforcer la vocation atlantique des provinces sahariennes avec leurs 1200 km de littoral. Le roi Mohamed VI a ainsi dit que son souhait est que la façade atlantique devienne un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique, un foyer de rayonnement continental et international. Fin de citation. Le plan de développement de cette troisième décade de ce siècle dans le Sahara marocain consiste en l'extension urbaine des métropoles de ces provinces, la mise en place d'une économie maritime, pêche, dessalement de l'eau de mer pour usage agricole et aussi d'une économie bleue et des énergies renouvelables. Mais en parallèle, Sa Majesté le roi souhaite ancrer le Maroc à travers son Sahara dans le développement régional, sous-régional et continental. Le souverain a évoqué le gigantesque projet en phase d'être lancé du gazoduc Maroc-Nigeria, d'ores et déjà considéré comme levier d'intégration régionale. Et il a aussi insisté sur la nécessité de changer de paradigme pour les États du Sahel, proposant le lancement d'une initiative à l'échelle internationale qui consiste à favoriser l'accès de ces États à l'océan Atlantique et qui ouvrira une fenêtre sur l'espace américain. Avec nous pour commenter et analyser la portée de ce discours, c'est Mohamed Hitami. Bonsoir, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Vous êtes PDG du groupe Maroc Soir. C'est Zakaria Firanou, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste et enseignant-chercheur à l'université Mohamed V de Rabat. C'est Moustapha Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit et politologue. Messieurs, un premier commentaire sur la tonalité et la teneur générale de ce discours. Moustapha Sahimi, je commence par vous. Écoutez, c'est un discours important parce que, me semble-t-il, c'est la première fois que le souverain fait référence à la politique de développement dans les provinces sahariennes, évidemment, mais qu'il l'insère dans sa projection africaine, en particulier Atlantique Sud. Il y a un certain nombre de déclarations que l'on a, etc., mais c'est la première fois que ça a été systématisé, et moi, ça a retenu mon intérêt particulier. Il y a aussi une vision qui se dégage en termes économiques, on y reviendra, géostratégique aussi, mais c'est une vision qui participe d'une accumulation de décisions depuis une quinzaine d'années au moins pour ce qui est de l'orientation du Maroc en direction du continent et en particulier la mise en valeur de la façade Atlantique Sud. Zakaria Firanou. Très bien, je commencerai par dire que notre souverain, notre auguste souverain, il est en train de mettre en place, ou je dirais d'asseoir la position de l'Afrique par rapport au bloc qui se forme sur le plan économique. Certainement, aujourd'hui, on est en train de voir ce qui se passe sur le plan géopolitique. Ça veut dire que toute la scène politique est en train de changer. Nous avons des blocs qui se forment aux alentours des différents, je dirais, les différentes places dans la planète où il y a vraiment un certain cloisonnement des clans. Nous avons le clan américain qui est en train de se former, nous avons le clan russe avec chinois qui est en train de se former sur le plan politique, mais ça a des retombées sur le plan économique. Maintenant, l'Afrique dans le jeu, je pense que ça a été dit de façon implicite, si on analyse avec un certain recul le discours de Sa Majesté, c'est que l'Afrique doit prendre aussi position. Et je pense qu'on a beaucoup à gagner si on rentre dans un clan qui est normalement le plus proche. Il a cité Sa Majesté les États-Unis, pas uniquement les États-Unis, mais aussi l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et donc, nous avons du potentiel pour pouvoir un peu changer la logique du commerce international au niveau mondial. Nous savons aujourd'hui, les statistiques qui sont à la preuve, c'est que parmi les 20 ports à l'international, nous avons 18 qui sont chinois. Aujourd'hui, les tensions politiques, la logique géopolitique fait que peut-être quand dans les 5 et 10 ans qui vont venir, il se peut que cette logique change sur le plan du commerce international. Alors il faut un produit substituable. C'est quoi le produit? C'est l'Afrique et surtout la partie atlantique. Et je pense que la citation de Sa Majesté qu'il faut former ce bloc et qu'il faut l'institutionnaliser, c'est un début, c'est les prémices de quelque chose qui se prépare pour devenir aussi un acteur. Et aujourd'hui, on ne peut pas être un acteur unique, unilatéral. Il faut que ça soit vraiment
agglomération de pays, un regroupement de pays. C'est pour ça que Sa Majesté il a attiré l'attention sur le fait qu'il faut avoir une institution, une structure pour les 23 pays qui sont sur l'Atlantique pour pouvoir négocier à l'international. Et je pense que ça va venir parce que, premièrement, on peut rentrer en détail, c'est que le coût du transport... Voilà, on va revenir sur le cadrage général. Oui. Je rajoute un élément très important, c'est qu'aujourd'hui, si Sa Majesté il porte le sud du Maroc sur le plan stratégique africain, ça veut dire que les modèles de développement qui ont été instaurés sur les 48 ans ont réussi. Ça veut dire qu'on est en train d'internationaliser l'exemple ou aussi la pratique de modèles de développement des régions du Sud. Vous avez sifflé tout à l'heure le chiffre de 85 milliards, ils ont donné des fruits. Nous avons des projets qui sont vraiment colossaux dans la région, les routes, l'infrastructure, etc. Et cette plateforme qui est en train de se construire pourra être le modèle de lancement et de relancement du développement de toute la région, qui est la région atlantique qui a été citée par notre auguste souverain. On entrera dans le détail justement sur ça. Si Mohamed Haytami, tonalité générale sur le discours. Il y a, à mon avis, 3 temps forts dans le discours de Sa Majesté. Il y a d'abord les éléments de contexte. Sa Majesté a rappelé la situation de la cause nationale, qu'aujourd'hui, le Maroc est solide, le Maroc est fort, il est arrimé à l'Europe, il a une profondeur africaine que les adversaires cachés ou les adversaires déclarés, grâce à la diplomatie royale, sont aujourd'hui... on a fait échec à toutes ces tentatives. C'est le premier temps, c'est-à-dire on plante le décor et on donne les éléments de contexte. Le deuxième temps, c'est un peu domestique, c'est la façade atlantique du Sahara et du Maroc et les différents projets qui sont déjà, Sa Majesté a énuméré un certain nombre de réalisations. D'abord, terminer ou parachever les projets qui étaient prévus dans les 80 milliards de dirhams, assurer la connexion fluide, mettre en valeur les richesses, on reviendra sur ça. Et il y a un troisième temps fort, c'est un peu la projection sur l'Afrique. C'est la vision royale, la vision panafricaine de l'Afrique. Et là, il y a 3 projets en même temps qui s'enchevêtrent et qui s'entrecoupent. Il y a bien entendu le gazoduc Nigeria-Maroc, 5700 km, 17 pays, puis PIB total de 670 milliards de dollars. Et on pourra aussi s'étaler là-dessus. Il y a le deuxième projet, ça c'est un projet latéral. Le projet transversal, c'est le Sahel, avec un diagnostic, un constat et une recette, une solution. Et puis, il y a la façade atlantique des 23 pays. Et je crois que dans cette logique-là, Sa Majesté est en train d'extrapoler la manière dont les projets ont été préparés et mis en œuvre au Maroc, qui sont des projets qui sont indépendants des agendas politiques, des mandatures en général en Afrique de 5 ans ou de 6 ans. Et il veut imprimer à l'Afrique la dynamique qui est marocaine et on pourra s'étendre sur les modalités, le comment et aussi les moyens qui seront mis en œuvre. Très bien, donc on va revenir toujours pour vous trois la même question sur le premier pilier dont vous parliez, c'est Mohamed Haytami, donc Sa Majesté le Roi, je cite, par son dynamisme, notre diplomatie a fait échec aux manœuvres des adversaires déclarés et cachés, mobilisant ainsi un soutien international accru en faveur de notre intégrité territoriale. En conséquence, notre pays affiche désormais une position plus forte et plus solide. Cette phrase, Mustafa Sahimi, intervient une semaine après le vote de la résolution 2703. On en a déjà parlé, mais j'aimerais encore vous réentendre là-dessus. Sur le plan diplomatique, on en est où? Le dossier de la cause nationale est inscrit à l'ordre du jour des Nations Unies, pour ne parler que de la période qui commence avec la Marche verte. Donc depuis 1975, ça fait 48 ans. Bien. Ce dossier a connu un certain nombre de séquences particulières sur lesquelles je ne reviens pas. Quelle est la situation aujourd'hui? La situation, c'est la résolution 2703 à laquelle vous avez fait référence. Le Maroc s'est félicité de ce texte de la haute instance tunisienne. Pourquoi? Parce qu'il y a le rappel d'un certain nombre de principes et de paramètres. Les principes, c'est le premier d'entre eux, c'est la prééminence du projet marocain d'autonomie de la région. Rappelons-le, qui a été déposé en 2007, donc ça fait 17 ans, et qui continuellement a été salué
par les membres du Conseil de sécurité comme étant sérieux, crédible, réaliste et devant conduire donc à un processus politique de compromis. Ça n'a pas changé dans les formulations des résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007. C'est extrêmement important. Le Maroc ne dit pas autre chose. Bien, premier point. Deuxième point dans cette résolution, et donc de l'État dans lequel se pose la question nationale aux Nations Unies, c'est la consécration, la réitération des paramètres de négociation. Les paramètres de négociation, lesquels? Un, le format des tables rondes. On ne le dira jamais assez. Il y a un processus qui a été consacré par le Conseil de sécurité à plusieurs reprises, avec 2 tables rondes, rappelons-le encore, qui ont eu lieu en Suisse, à Genève, à côté de Genève, en décembre 2018 et mars 2019. Table ronde. Ensuite, le format. Le format, il y avait 4 parties. 4 parties qui? Lesquelles? Le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, le mouvement séparatiste. Et il avait été question, il faut encore le dire, à l'époque, d'une 3e table ronde prévue pour l'été 2019, mais l'émissaire personnel avait démissionné pour des raisons de maladie le 22 mai 2019. Nous en sommes là. Donc, il y a là une volonté exprimée par la haute instance tunisienne de consolider ses acquis. Le secrétaire général de l'ONU, il fait expressément référence dans son rapport du 3 octobre devant le Conseil de sécurité, où il dit qu'il y a des acquis, et donc il faut s'en inspirer, etc. Et puis, il y a des procédures. La procédure, c'est 1, la relance du processus de négociation des tables rondes, 2, le soutien affirmé de nouveau à l'émissaire personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura. 3, l'interpellation de l'Algérie. L'Algérie a été citée 5 fois, et dans la résolution et dans le Conseil de sécurité. Elle est interpellée sur quoi, l'Algérie? Elle est interpellée sur le fait qu'elle doit faire montre de bonne volonté d'un côté, et de l'autre, préciser sa position. Parce que les positions diplomatiques exprimées par le pays voisin, l'Algérie, sont incantatoires. Principe, l'autodétermination, etc. C'est de l'incantation, ça n'est pas une proposition qui fait avancer les choses. Autre point encore, on ne le dira jamais, c'est la question des réfugiés. La question des réfugiés est pendante, et je vais plus loin, elle interpelle la communauté internationale et même le Conseil de sécurité. On ne peut pas s'accommoder, et je m'étonne d'ailleurs que le Conseil de sécurité n'aille pas plus loin, on ne peut pas s'accommoder d'une situation qui voit des dizaines de milliers de réfugiés dans les camps de Tindouf, en territoire algérien, qui ne sont ni recensés, ni matriculés, qui ne bénéficient pas d'un statut. Voilà pourquoi les motifs de satisfaction du Maroc. Mais, dernière interrogation, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, il faut relancer ça, et ça appartient au secrétaire général de l'ONU et des membres influents de la communauté internationale. Sur le territoire. Bien. On revient donc au discours de Sa Majesté sur l'aspect économique. Le Maroc, Moustapha Sahimi, je reste avec vous, un État atlantique. Il s'est passé beaucoup de choses sur la façade atlantique depuis quelques années. C'est un État qui a une double façade maritime, méditerranéenne évidemment, ça fait quelques 500 km, et une façade atlantique de Tanger à La Guaira, 3500 km, dont 1100 km. 3500, ça inclut aussi la façade méditerranéenne. Non, la façade atlantique, j'ai dit. Façade 3000, atlantique. 3000 de la façade atlantique, dont 1000 ou 1200 à peu près pour ce qui est des côtes sahariennes récupérées. Ce que je voudrais observer, c'est que l'histoire du Maroc ne s'est pas faite avec la Méditerranée. C'est-à-dire, si vous prenez du recul historique, l'histoire du Maroc est une histoire tournée vers l'Atlantique. Exemple, vers le Sahara. Mais en fait, je vous pose la question juste pour recadrer, pardonnez-moi, Moustapha Sahimi, sur les initiatives qui ont été prises par le Royaume pour regrouper les États africains qui ont une façade sur l'Atlantique. Mais quelques mots d'histoire ne sont peut-être pas superflus. Allez-y, voilà, jamais superflu l'histoire. C'est important, c'est-à-dire il y a eu des accords de commerce avec les États-Unis il y a 2 siècles. Donc ça remonte loin. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, puisqu'il faut enclencher sur l'actualité, l'histoire diplomatique du Maroc a été une histoire maritime aussi, avec des attributs qui sont connus, sur lesquels je ne reviens pas. Quelle est la situation aujourd'hui?
Le Maroc a une vocation maritime atlantique affirmée. Pourquoi? D'abord, aujourd'hui, le Maroc a une zone économique exclusive de près d'1 million de kilomètres carrés. C'est un des rares pays dans le monde où l'espace maritime de souveraineté est supérieur à la superficie territoriale. C'est important. Donc ça montre déjà la vocation et le statut maritime. C'est un pays aussi qui a un accès direct à la haute mer et il est gardien du détroit de Gibraltar avec l'Espagne et Gibraltar au titre du Royaume-Uni, évidemment. Ce qui est intéressant dans les approches qui sont faites depuis près de 2 décennies par le souverain, c'est tenir compte des changements qui interviennent dans le système international. Mon collègue ami a fait référence, mais ça s'articule comment? Ça s'articule traditionnellement, c'était nord-sud, maintenant c'est sud-sud. C'est sud-sud, et sur ce plan-là, le Maroc a pris conscience de la nécessité de s'insérer davantage dans l'espace atlantique sud. L'espace atlantique sud, ça a commencé évidemment Tanger-Med, c'est Tanger-Med, mais c'est un point important. Il y a aussi le fait qu'il y a tout ce qui a été relevé par le souverain pour ce qui est des ressources naturelles de la vingtaine de pays de l'Atlantique Sud, les potentialités, et puis il faut des leviers. Il faut des leviers, le souverain les a évoqués, on va peut-être y revenir, etc. Ce que je voudrais relever aussi, c'est que ça a des incidences sur les éléments d'appréhension de notre politique étrangère et même de notre politique économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut valoriser le capital humain qui est dédié aux affaires maritimes. J'ajoute également des plateformes, un maillage portuaire, la connectivité, le souverain en a parlé, des ports de Dakhla, de Kénitra aussi. Dans le détail avec il y a aussi l'accent mis par le souverain sur la nécessité du transport maritime, donc un pavillon maritime national, c'est extrêmement important. Et puis aussi, peut-être, il faut le dire, les renforcements des capacités de la marine royale. La marine royale, parce que c'est un élément de souveraineté. Donc, ce qui me paraît important à relever pour conclure, c'est le fait qu'il y a, dans le Grand Sud dont on parle aujourd'hui, il y a un Sud, pardon, je finis, il y a un Sud atlantique et le Maroc s'insère précisément dans ce Sud atlantique. Elle a pris un certain nombre d'initiatives que je vais résumer en 2 mots. En 2009, à Rabat, il y a eu une première conférence. En 2009, Mohamed Haytami, avec cette initiative du processus des États africains atlantiques, c'est la moitié du PIB continental qui s'ouvre sur l'espace américain. Alors, quels sont la portée, les enjeux de cette vision royale pour le développement intégré de notre continent? Voilà, nous avons donc cette façade-là qui est là, avec les pays, avec les chiffres. Je vous laisse commenter. Ben, écoutez, l'infographie parle d'elle-même. On parle de 46%, à peu près la moitié de la population africaine qui est concernée, 55% du PIB africain et à peu près 60% du commerce international. Mais surtout, c'est le regroupement de 23 pays c'est un espace extraordinaire de partage, de communion. Et Sa Majesté a parlé, je voudrais compléter, il a parlé d'une économie bleue. Ce qu'on appelait, et l'économie bleue, c'est un concept qui est très important à comprendre. C'est quoi? Selon la Banque mondiale, c'est l'utilisation durable des ressources océaniques en faveur de la croissance économique, l'amélioration des revenus et des emplois, la santé des écosystèmes océaniques, et les secteurs concernés sont le tourisme littoral, les produits de la mer, le transport maritime, la construction navale, la production d'énergie marine, les services parapétroliers et paragazés offshore, la gestion des câbles sous-marins, l'extraction des matériaux marins ou encore les assurances et les services bancaires maritimes. Un grand domaine, et Sa Majesté l'a résumé dans l'économie bleue. Et donc cet espace-là, s'il venait à se regrouper, qu'est-ce que ça créerait? Ça créerait déjà des complémentarités. Et là, je saute rapidement au message royal aujourd'hui de Marrakech, où Sa Majesté a cité les régions de production intégrée. Auparavant, on était dans la mondialisation et le Covid a montré les problèmes de la mondialisation et des pénuries. Lorsque vous êtes sur des régions intégrées et il y a une sorte de partage de la production, ça profite à tout le monde. Et donc ça, c'est un projet
qui va être sur plusieurs années. Ce n'est pas un projet de c'est une vision à long terme. Il faut, à mon avis, le situer quand même dans le gazoduc, dans le projet de gazoduc et dans le projet d'intégration des pays du Sahel. On ne peut pas, c'est une vision, je dirais, globale et une vision pour l'Afrique dans sa majorité. Ce sont des complémentarités qu'il faut regarder, puisque sans le gazoduc, on n'aurait pas cette intégration. Sans les pays de l'Interland, vous connaissez un peu le problème des pays du Sahel qui sont enclavés, qui n'ont pas accès on reviendra au Sahel. À la mer. Voilà un petit peu la substance ou la compréhension de cet espace, de cette façade atlantique. Alors, Zakaria Filano, on va continuer sur l'aspect atlantique du discours. Sa Majesté a parlé d'une économie maritime. Donc, pour compléter ce qu'a dit Si Mohamed Hitami et Si Mustafa Shimi, Sa Majesté a parlé d'une économie maritime intégrée et volontaire, passant par la mise en place de stations logistiques et aussi la constitution, Mustafa Shimi en parlait, d'une flotte nationale de marine marchande forte et compétitive. Comment vous voyez la déclinaison de ce projet, son raccord avec les autres pays de la façade atlantique, sachant que Sa Majesté et Mohamed Hitami y a fait référence, a adressé donc cette semaine, le mercredi dernier, 8 novembre, un message au Forum de l'investissement pour l'Afrique, où il a détaillé un peu plus de ce qu'il a dit dans son discours. Donc comment vous voyez ces raccords avec l'Afrique, avec le continent? C'est pensé, pour dire dans un premier mot. Je dirais que simplement, il y a un consensus qui s'établit aujourd'hui à l'international, c'est que la chaîne logistique, aujourd'hui, elle est en train de se transformer à l'international. Et surtout après la Covid-19. Donc nous avons vu, durant la période de la Covid-19, c'est que la dépendance par rapport à des chemins logistiques à l'international, ils ont causé la pénurie en matière de produits, que ce soit de produits finis ou aussi de produits intermédiaires. Également, la crise russe-ukrainienne, elle a montré également que la dépendance par rapport à des continents particuliers ou à des pays particuliers par rapport à des produits, et surtout en termes logistiques, et là je fais référence à la Chine, parce que la plupart des produits passent et transitent par le réseau Pacifique. Et donc ce qui fait que normalement aujourd'hui, il y a une certaine question qui se pose par rapport à la chaîne logistique à l'international. Et donc notre Majesté, notre auguste souverain, de façon solennelle, il a indiqué qu'aujourd'hui il est temps de changer cette réflexion. Il n'a pas dit directement, mais c'est ce qui ressort. C'est qu'aujourd'hui, l'Afrique doit se positionner dans la chaîne logistique à l'international. Elle existe, mais elle n'existe pas dans la région atlantique, dans la façade atlantique. Nous avons le port Tangemet, il est le premier en Afrique, mais il est dans la partie supérieure, ça veut dire dans le nord de l'Afrique. Maintenant, pour l'Afrique elle-même, nous avons, oui, il y a Lomé, il y a d'autres ports qui sont là, mais ils ne sont pas de l'envergure attendue à l'international. Et donc, dans ce sens-là... Ça va être le cas pour Dakhla Atlantique. Ah oui, c'est ça le grand projet, c'est ça. Ça veut dire on veut que le Maroc ait la capacité d'être un acteur logistique à l'international. Et pas uniquement le Maroc. Et c'est ça ce qui est important, c'est que notre souverain, il a tendu la main directement aux autres pays pour que ça soit... non pas la gloire uniquement pour le Maroc, mais que ce soit aussi pour les 23 pays qui sont sur le littoral. Maintenant, moi, comment je vois les choses? C'est qu'il y a aujourd'hui des prémices qu'il y aura un changement au niveau du commerce international et aux transactions internationales. Et l'Afrique devra prendre sa part dans cette question de changement structurel en matière internationale, en matière d'économie internationale. Maintenant, pour le faire, comment? C'est ce qui a été dit par notre souverain. C'est qu'il faut qu'aujourd'hui, nous aurions ce qu'on appelle un port digne de cela. C'est ce qu'on appelle le port Dakhla Atlantique. Il faut avoir avec ça, pas uniquement un port finalement, c'est vraiment une structure dédiée pour des bateaux. Mais ce n'est pas ça ce qu'on veut. On veut une infrastructure, un écosystème qui permettra, pas uniquement au Maroc, mais toute la région, de devenir un hub de transport à l'international. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, en termes de calcul, permettez-moi d'être un peu microéconomique sur la question. En termes de calcul, le coût de transport à l'international, s'il passe par le port de Dakhla, ça va coûter 3 fois moins que de partir en Chine. Regardez, si je prends la planète, je n'ai pas de carte, mais maintenant les transactions à l'international, ça passe par le Pacifique et ça coûte très cher. Maintenant, si on fait la substitution vers l'Afrique, la côte atlantique, le transport de produits entre les États-Unis, l'Amérique latine, l'Europe, ça va coûter 3 fois moins cher. Et c'est ce qui est prévu un peu dans les économies d'échelle du port de Dakhla.
Deuxièmement, il y a la question de la contenance. Lorsqu'on parle du port de Dakhla, c'est approximativement le port Tanger-Med, 35 millions de tonnes. Celui de Tanger à 39. Et donc là, nous avons les capacités de devenir le deuxième grand port en Afrique. Voilà. Et ça, c'est très important. Troisième chose, c'est que ce port-là et cette structure, ça sera un écosystème, comme ça a été indiqué par Saïd-Sami, qui va pas uniquement assurer le transport et la logistique, mais il va assurer les métiers qui sont dédiés à ça. Ça veut dire les sous-systèmes qui forment ce qu'on appelle l'économie bleue. D'accord? Et donc, ça va permettre, premièrement, parce qu'il ne faut pas oublier, Sa Majesté a parlé aussi d'extraction de matières premières et aussi d'énergie potentielle. Donc, voilà, c'est ce dont il a parlé. Et donc, ça ne sera pas uniquement une unité logistique de transport, mais ça sera aussi une industrie énergétique, ça va permettre de produire de l'énergie. Et nous savons que l'hydrogène vert, lorsqu'on en parle, on parle aussi de l'Atlantique. C'est très important. Lorsqu'on parle aussi des énergies renouvelables en termes solaires, c'est aussi le sud du Maroc. Lorsqu'on parle un peu aussi des transformations agricoles, on a parlé beaucoup, mais c'est la première fois dans un discours pour le Sahara marocain qu'on parle d'agriculture. Et là, on a parlé de dessalement de l'eau de mer, et je pense qu'il y aura, voilà, pour usage agricole dans cette région. Ça veut dire, on n'est pas en train uniquement de mettre un port logistique, mais on est en train de mettre un écosystème dont va bénéficier le Maroc et aussi les autres pays. Il y a un deuxième élément très important. Voilà, il y a un deuxième élément très important, stratégique, qu'il faut le voir. La vision à long terme. Oui, et ça, je vais parler sur le long terme, mais stratégique. Aujourd'hui, si on voit les concessionnaires qui utilisent les ports dans la partie atlantique, on va trouver que deux concessionnaires, l'Europe et l'Asie. L'Amérique n'existe pas comme concessionnaire de ports. Et donc là, l'enjeu est encore stratégique avec les États-Unis, parce que les États-Unis, elles veulent avoir une partie ou une correspondance, une collaboration économique avec l'Afrique qui a un grand potentiel énergétique, de classe sociale moyenne qui va venir dans le futur, aussi de ressources naturelles. Et je pense que les États-Unis, pas uniquement les États-Unis, mais aussi toute l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, le Canada, ils ont un potentiel de se retrouver dans cette zone de richesse, de long terme et qui s'étale sur le futur. Alors, ça, c'est pour la façade atlantique et c'est pour le discours la partie atlantiste du discours de Sa Majesté. Mais comme vous le dites si bien, c'est Ferrano, il y a l'arrière-pays proche, puis il y a l'arrière-pays lointain, qui est le Sahel. Je reviens vers vous, Mostafa Sahimi. Donc, dans ce discours, il y a eu un changement de paradigme pour l'Afrique sahélienne. Sa Majesté estime, je le cite, que pour résoudre les difficultés et les problèmes auxquels se trouvent confrontés les États frères du Sahel, la solution ne peut être exclusivement sécuritaire ou militaire, mais elle doit se fonder sur une approche de coopération et de développement commun. C'est la première fois qu'un dirigeant de ce monde considère l'affaire du Sahel sous un autre angle que le sécuritaire et militaire, mais aussi sur l'angle de l'économie, sous l'angle de développement. Il faut rappeler que le Maroc est membre du G5 Sahel. Donc, il a des titres d'intérêt pour cette région. Il a également d'autres motifs d'intérêt, c'est que c'est une zone qui concerne la sécurité nationale. La sécurité nationale, la sécurité régionale, c'est extrêmement important. Et vous savez que le Maroc, en différentes circonstances, a pris des initiatives auprès d'un certain nombre de partis maliennes et autres pour arriver à un processus de médiation. Ça n'a pas donné résultat escompté. D'ailleurs, aucun n'a pu réussir cette formule-là. Et ce qui est important de relever, c'est que il y a la jonction que vous avez relevée entre la problématique de développement et de partenariat, de coopération et de projection sur l'Atlantique Sud, et en même temps la prise en compte de la région du Sahel qui, elle, est enclavée. Sur ce plan-là, le souverain a une proposition qui est intéressante, c'est de dire, je résume à ma façon, on a essayé la solution militaire et sécuritaire, ça n'a rien donné. Et les faits sont là, ils sont probants, on n'y revient pas. Et si on essayait une approche économique d'intégration, d'inclusion, et oui, parce que les questions sécuritaires et militaires, avec les différentes mesures qui ont été apportées par les uns et les autres, notamment des puissances extérieures au Sahel, tout le monde le sait, je pense en particulier à la France, etc., n'ont pas donné des résultats significatifs, bien au contraire, c'est un échec. Donc il faut peut-être reprendre le dossier sous un autre angle,
avec la prise en compte de quoi? De la situation économique, de la situation sociale. Et là, il y a une perspective qui est ouverte par le souverain, c'est parallèlement aux grands chantiers stratégiques à long terme de l'Atlantique Sud, de la coopération, de l'intégration, il faut peut-être se préoccuper aussi d'intégrer les pays enclavés du Sahel pour qu'ils bénéficient des avancées qui pourront être réalisées dans l'Atlantique Sud. C'est-à-dire il y a un train qui va s'installer, qui va démarrer, qui continue avec le gazoduc Maroc-Nigeria et d'autres mesures, etc. Ce train-là, il faut qu'il fasse de la place aussi à des pays voisins, frontaliers, donc des pays maritimes, en l'occurrence les pays du Sahel. C'est une approche interpellative qui est décapante et qui sort des discours conventionnels des uns et des autres. Tout à fait. Alors aussi. Je suis enchaîné. Oui. Je crois que Sa Majesté, quand il a imaginé ou quand il a posé les principes d'une façade atlantique, et il n'a jamais oublié les relations séculaires que le Maroc a avec les pays du Sahel. Et il fallait qu'il soit aussi partie intégrante de cette solution. Et lorsqu'on analyse un petit peu le discours, il y a aussi 3 étapes. Il y a un diagnostic, un constat et une recette ou une démarche. Le diagnostic, c'est l'enclavement. C'est des pays qu'on appelle de l'Interland qui n'ont pas accès à la mer et le coût est exorbitant de logistique. Le constat, c'est que la solution sécuritaire et militaire ne marche pas. Pourquoi? Parce que les initiateurs de cette solution voulaient juste sécuriser. On voit une carte Et du la Sahel, troisième, d'ailleurs. regardez, donc, vous avez le Tchad, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Tous ces pays-là n'ont aucune frontière avec la mer. La mer, elle est à gauche. Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée. Et en bas, vous avez d'autres pays. Mais le Tchad et le Niger et le Mali et le Burkina Faso sont des pays qu'on appelle de l'Interland. Ils sont totalement enclavés et ils n'ont pas d'accès à la mer. Et donc, la troisième, enclavement, solution militaire et sécuritaire ne fonctionne pas. Et donc, qu'est-ce qui reste? La coopération et le développement commun. Et là, je voudrais un petit peu contredire Mustapha parce que tu as dit on va essayer. Il y a un passage dans lequel Sa Majesté dit, je cite, « Nous sommes convaincus que cette initiative transformera substantiellement l'économie de ces pays frères. » Le désenclavement. Mais il y a 2 conditions, Sa Majesté a posé 2 conditions, les infrastructures et les investissements. S'il n'y a pas d'infrastructure, parce que pour désenclaver, il faut des routes. Pour désenclaver, il faut des équipements. 2 choses, durant les assemblées de FMI, il y a eu 2 déclarations. Une première déclaration du directeur général de la Banque mondiale qui avait dit qu'il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Oui. Et il a dit une deuxième chose, il a dit que 40% de la production agricole africaine part en fumée parce qu'il n'y a pas de chaîne de froid. De chaîne de froid. De chaîne de froid. Donc vous avez 40% qui se perd. L'Afrique qui souffre. Et si vous avez ce gazoduc qui amène l'électricité, les centrales électriques qui amènent le gaz, etc. Voilà. Si vous avez des infrastructures, si vous avez des routes, si vous avez des chemins de fer, eh bien, vous avez déjà automatiquement un agriculteur qui a plus 40%. Et il est plus fixé avec ses enfants. Il n'émigre pas. Et donc, cette question du Sahel, et d'ailleurs Sa Majesté a aussi, à 2 reprises dans le discours, il a fait appel à la communauté financière internationale. Parce qu'aucun pays ne peut trouver la solution. Et je voudrais aussi signaler que quand on parle... Je vous coupe rapidement, dans le message qu'il a adressé il y a quelques jours au Forum de l'investissement, il a encore parlé du secteur privé. Tout à fait. Le secteur privé, donc secteur privé, dette, et ainsi de suite. Donc, et puis, quand on parle de logistique, de chaîne logistique, bien sûr, il y a les ports, il y a la connectivité, ça marche. À parler de connectivité, les connexions, il y a le pavillon national, dont on a parlé, et il y a aussi tout ce qui complète cette chaîne logistique, tout ce qui est ressources, parce qu'il faut transporter des choses, il faut transporter des produits, il faut produire. Et c'est pour ça que le Maroc, dans cette démarche-là, ne veut pas prendre le monopole. Il y a une démarche de partage et une démarche de ne pas être le leader de tout. C'est vraiment
on est au diapason avec les autres pays et c'est des projets. D'ailleurs, il y a le terme commun qui est utilisé à plusieurs reprises par Sa Majesté pour dire qu'on est ensemble. Ça serait bien un commentaire. Rapidement, le souci du Maroc, c'est pas d'être leader. Exact. Et quand bien même il le voudrait, c'est difficile d'être leader par rapport à 22 autres pays de la rive atlantique sud. Oui, mais comme vous le dites, c'est pas le but. Voilà, c'est pas le but, c'est pas du tout. Deuxième point, vous avez fait référence à ce qu'a déclaré Sa Majesté. Bien, la conviction du souverain est totale pour ce qui est de la nécessité de s'organiser, de promouvoir un espace maritime intégré. Mon interrogation, elle est ailleurs. C'est la faisabilité et la traduction de cette conviction profonde du souverain en politique publique intéressant 22 autres pays. C'est ça la problématique. Enfin, il y a un gros dossier que vous avez évoqué. Il y a une vision qui est optimiste, qui est volontariste, etc. Mais sur ce plan-là, ça a été évoqué dès dans le message royal au Forum africain de l'investissement, vous l'avez dit. Et également dans le discours de la Marche verte, c'est la nécessité de promouvoir l'investissement. Savez-vous que les 23 pays de l'Atlantique Sud ne totalisent que 4% des investissements directs étrangers de tout l'Atlantique? 4%. En revanche, les pays de l'Atlantique Nord, c'est 74%. Donc il y a un gros problème, c'est l'attractivité des investissements, des IDE. Et l'attractivité des investissements, vous le savez, vous êtes un ancien banquier, vous le savez mieux que moi, c'est le fait que ça ne se décrète pas. Il faut qu'il y ait des conditions donc favorables pour l'investissement. Il faut qu'il y ait des projets, comme vous dites dans votre vocabulaire, des projets bancables. Et puis, il faut qu'il y ait des prérequis, c'est-à-dire une stabilité et une sécurité, un système juridique prévisible, précis, etc. Et nous sommes, il faut bien le dire, loin du compte pour ce qui est de la vingtaine des pays de la rive sud de l'Atlantique. Finalement, si j'ai bien compris, je parle sous votre contrôle, c'est que l'Afrique se met en marche pour lancer des projets structurants, mais qu'il lui faudra du financement. Et que le financement est déjà là, quelque part, avec ce que vous disiez tout à l'heure, Zakaria. J'aimerais rebondir juste non, sur justement, je vous donne la parole. C'était juste un commentaire allez, perso. Après, c'est vous qui rebondissez. Vous avez parlé tout à l'heure de la Russie-Chine, surtout la Chine qui est en Afrique et qui apporte un financement. Donc, si Europe et États-Unis ne suivent pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui pourraient suivre à partir du moment où les projets soient bancables, les projets soient réalistes et réalisables. À vous, Zakaria. C'était juste un commentaire. Si vous permettez, je serai un peu en contrario avec les propos de mes professeurs. En fait, je dirais simplement que moi, je crois que le Maroc se dégage comme leader. Ce n'est pas sa volonté, mais il se dégage. Pourquoi ? Simplement parce que si vous avez une stratégie, vous voulez la monter avec les 23 pays, dans la liste des 23 pays que nous avons vus tout à l'heure, où sont les pays qui ont les facteurs clés de succès pour mener ce type de projet ? Il n'y en a que 2 dans la carte, qui ont vraiment les capacités de mener ou d'avoir la confiance des investisseurs à l'international. Et c'est ça ce qui est très important. Même les pays du Sahel dont on a parlé, les conflits et la sécurité posent un problème énorme en matière d'investissement. Et donc les 2 pays qui se dégagent, il y en a l'Afrique du Sud, il y en a le Maroc, pour être clair. Et le Maroc, il est un cran supérieur à l'Afrique du Sud. Sénégal, pourquoi ? La Côte d'Ivoire, le Nigeria, oui, mais pas comme le Maroc. Gabon, Oui, mais pas comme le Maroc. Pas comme le Maroc et l'Afrique du Sud. D'accord. En termes d'attractivité d'investissement, en termes aussi d'infrastructure, je parle des facteurs clés de succès. Parce qu'en stratégie, vous voulez monter une stratégie, mais est-ce que vous avez les facteurs clés de succès qui vont réussir la stratégie ? Moi, dans mes propos, je ne dis pas que j'ai à 100% vrai, mais les 2 pays qui se dégagent, c'est le Maroc et l'Afrique du Sud. Mais sur le plan africain, le Maroc se démarque sur le plan industriel de l'Afrique du Sud. Pourquoi ? Parce que l'élan qui a été fait sur les 10 ans, et là, ce n'est pas moi qui parle, c'est la Banque africaine de développement, c'est aussi d'autres rapports à l'international qui disent que le saut qui a été fait par le Maroc en termes d'industrialisation dans plusieurs secteurs, et aussi la stabilité politique, les problèmes des inégalités qui sont assez comparables et comparativement, ils sont meilleurs que l'Afrique du Sud, etc., etc. Dans le Maroc, c'était là de pouvoir mener ce changement dont on parle. Maintenant, le problème, c'est en termes de mise en œuvre. Nous avons besoin de financement. Et c'est ça qui pose problème. Et là, je rebondis sur le discours qui a été aussi, je dirais la lettre qui a été lue par Sir Omar Al-Qabbaj au niveau le forum d'investissement. Il a cité un élément très important.
lorsqu'on regarde maintenant la structure de financement de l'économie africaine dans son ensemble, et je parle des 23 pays et aussi du Sahel, on va trouver que c'est l'endettement qui constitue la partie la plus importante, même pour le Maroc. D'accord? Et donc cet endettement, que ce soit la dette interne ou la dette externe, il constitue une part très importante. Et cette dette, elle va en particulier vers l'investissement public, ce qui est malheureux. Et aujourd'hui, nous avons une autre problématique, ça a été cité par Sa Majesté, elle revient lorsqu'il parle de la question africaine, c'est qu'il y a des pays qui ont un problème de soutenabilité budgétaire en termes de dette publique. Ça veut dire leur capacité à honorer leur engagement, que ce soit en termes d'intérêt ou en termes de capital, pose problème pour les pays africains. Et nous nous souvenons du débat qui était au niveau des assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale, où on parlait du fait que les pays pauvres doivent être un peu, je dirais, légiomés, ou je dirais on doit oublier leur dette à l'international. Et on parlait en partie de plusieurs pays africains. Et donc aujourd'hui, je pense que oui, nous avons cette volonté, en tant que Maroc, d'être dans ce projet de restructuration du littoral, mais il faudra aussi parler de financement. Et donc le financement aujourd'hui, je pense que parler du financement à l'international, je pense que le FMI, les dettes à l'international, l'Afrique n'a pas les moyens pour pouvoir encore s'endetter à l'international. De ce fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir à des financements alternatifs ou innovants. Vous avez parlé de la Chine. Oui, la Chine dans son projet, ce qu'on appelle le nouveau... le chemin de la soie, lorsqu'on parle de voilà, les 135 milliards de dollars qui sont casqués, ils ne sont pas casqués uniquement pour l'Afrique. Et attention, il y a une chose très importante. Pour la Chine, sur le plan géostratégique, je parle sous contrôle de Sisrimi, c'est plus le Moyen-Orient qui intéresse la Chine que l'Afrique. Alors peut-être... Voilà. Oui, nous sommes proches du Moyen-Orient, parce qu'on est dans la façade un peu Égypte, Tunisie, etc. Mais dans l'Afrique, elle est présente, la Chine. Mais sa forme de financement, c'est une dette. Alors, peut-être que, là j'insiste pour la placer celle-là, parce que c'est ma transition vers la question que je voulais vous poser, peut-être qu'en matière de financement, et peut-être que aussi pour revenir sur ce que vous disiez sur le Maroc et les éléments de réussite et les facteurs de réussite, peut-être qu'il y a aussi ce gazoduc Maroc-Nigeria dont parlait Sa Majesté. Alors je voulais vous poser la question sur le financement déjà, où on en est, et les perspectives économiques, alors avec le raccordement de la douzaine de pays, l'approvisionnement de l'Europe, Sa Majesté en a parlé, la bascule donc géo-énergétique qui va aller avec, la sécurité des approvisionnements gaziers du Royaume. Nous en sommes où de ce grand projet? Premièrement, c'est un projet grandiose, ça veut dire que c'est un projet qui est très important. Pas uniquement pour l'Afrique, pas uniquement pour les 13 pays qui rentrent dans, je dirais, la logique du gazoduc, mais également pour l'Europe, parce que l'Europe, elle veut un peu délaisser les marchés traditionnels qui posent certainement des problèmes. Et là, je parle du marché égyptien, qui est totalement maintenant consommé au Moyen-Orient, une partie qui part vers l'Europe. Il y a aussi le marché algérien, je pense qu'il y a aussi ce marché-là. Aujourd'hui, il y a question de parler un peu du nouveau marché, ça veut dire le Nigeria, le gaz nigérien. Donc c'est un projet très important pour les différentes parties. Europe, Angleterre et aussi l'Afrique. Maintenant, sur la question du financement, je pense que le financement, c'est un projet très important. On est en train de parler d'un chiffre, si je me souviens, c'est à peu près 25 milliards de dollars qu'il faut casquer. C'est les premières estimations. Pourquoi? Parce que la phase d'étude, on n'a pas encore clôturé définitivement. Donc les premiers chiffres parlent de 25 milliards de dollars. C'est un chiffre très important pour les 13 pays. D'accord? Par lequel passe le canal. Voilà. Et donc maintenant, on est en train de réfléchir à ce qu'on appelle un pooling de financement. Je pense. Aujourd'hui, on est en train de parler de Russes qui vont rentrer comme étant des acteurs de financement de ce projet. On est en train aussi de parler d'Angleterre et également d'autres bailleurs de fonds. Et là, je parle un peu du financement multilatéral. Mais la question ici qui se pose, c'est quoi? C'est que même si ce type de projet-là ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce que ces retombées économiques, ce qu'on appelle le retour sur investissement, il est déjà établi. Ça veut dire qu'il ne pose pas, en termes de financement, ne posera pas de problème. Ce qui pose problème, c'est le financement du développement dans les pays de l'Afrique. Pourquoi? Parce que généralement, le dogmatisme, quand la Banque mondiale, le FMI, aussi les prêteurs multilatéraux, c'est que le financement du développement, surtout le capital humain, etc., peut ne pas être aussi rentable que les projets qui sont dans l'infrastructure et dans les produits naturels. C'est Mohamed Haytami. Vous voulez faire un commentaire sur le gazoduc, peut-être Moustapha Srimi ensuite. Qui dit qu'un bon projet trouve toujours financement. Ça, c'est le premier. Et donc, on est tout à fait d'accord que dans le cadre du gazoduc... Ça, c'est le financier qui parle. Non, le cadre du gazoduc, même l'OPEP a demandé à... Maintenant, sur les projets structurants de l'Afrique, on est
si on se base sur la seule logique de la dette, parce que dans la dette internationale, il y a un acteur, ce qu'on appelle le rating, la notation. Et quand vous avez des notations de pays, notamment beaucoup de pays en Afrique qui n'ont pas ce qu'on appelle investment grade, c'est-à-dire que c'est des pays où il ne faut pas investir. Ces projets-là, s'ils ont été proposés et que Sa Majesté a dit à 2 reprises un souci de communauté internationale parce que ces projets, n'oublions pas, en 2050, l'Afrique comptera 2,5 milliards, 2,7 milliards d'habitants. Et les estimations les plus pessimistes parlent de 200 millions d'émigrés climatiques. Si on ne trouve pas des solutions pour donner de l'espoir, pour donner de la dignité, pour donner du travail, pour fixer les gens, cette population-là émigrera vers le nord. Et donc, les questions de financement doivent être vues d'une autre manière. Et même dans le discours de Sa Majesté du 8 novembre à l'initiative Libérer les investissements, le problème de la dette est posé. Et qui dit investissement dit soit dette, soit effectivement un investisseur qui investit par ses moyens. Et les retombées ne peuvent qu'être bonnes. Donc, dans ce contexte-là, c'est un prix à payer. Vous avez des pays du Sahel à qui on peut donner du travail, de l'espoir, de la dignité, de la visibilité, au lieu de voir ce qu'on vit aujourd'hui. Vous avez une valorisation, parce que Sa Majesté a parlé de ressources naturelles énormes et de ressources humaines. Donc ce sont 2 atouts qu'il y a. L'investissement n'est qu'un moyen, n'est qu'une action pour faire aboutir. Et donc si vous avez de bons projets, vous trouverez les financements, surtout que c'est des projets multilatéraux et il y a des possibilités de financement multilatéral, soit vis-à-vis des banques, je dirais, d'investissement, le FMI, etc., plutôt la Banque mondiale et la SFI, mais il y a aussi les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des analyses, ils font des études et ils regardent. Lorsque vous avez aujourd'hui, dans le cadre du gazoduc, vous avez un certain nombre de pays, vous avez des pays qui doivent valoriser leur café, qui doivent valoriser leur cacao, qui doivent valoriser leur coton, qui doivent valoriser leur mangue et leurs produits agricoles. Le gazoduc permet de créer des emplois, permet de créer des stations d'emballage, permet de créer des entrepôts frigorifiques, il permet de créer des emplois pour réparer ou pour faire la maintenance. Donc c'est un écosystème qui est imaginé et il me semble que la question du financement, c'est vrai, elle est posée, mais moi je ne serais pas étonné que dans quelques mois, dans quelques semaines, que le Maroc invite une conférence internationale avec les parties prenantes pour regarder qu'est-ce qui peut être fait pour ces pays. Parce qu'aujourd'hui, le capital existe et il n'a pas où se placer. Il y a des surliquidités dans le monde. Il y a des banques aujourd'hui qui ont fait ce qu'on appelle les intérêts négatifs. Vous payez des intérêts pour avoir déposé votre argent. Il faut regarder un petit peu de manière plus pragmatique cette question-là. Dernier commentaire sur la question, Mostafa Shahimi. Oui, vous avez fait référence à une initiative marocaine pour une conférence intéressante. Donc les 22 autres pays de l'Atlantique Sud et un certain nombre de pays étrangers, de partenaires internationaux. De l'Atlantique Sud africain. Il y a aussi les autres qui peuvent financer. Non, évidemment, le contexte actuel n'est pas favorable à une telle initiative, compte tenu de ce qui se passe dans le monde. Donc il faudra probablement attendre quelques mois. Maintenant, sur l'acte d'investissement, vous le savez, il y a des interrogations. L'acte d'investir se fait sur un certain nombre de paramètres. Il y a le rating, évidemment, toutes les analyses sophistiquées sur les risques payés, vous le savez, etc. Il ne suffit pas que les projets soient bancables et avec de grands retours sur investissement si, dans chacun des pays africains, il n'y a pas des prérequis. Des prérequis, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est un certain nombre de réformes structurelles, intéressant quoi? La justice, une fiscalité donc également revue et corrigée, attractive. Donc ça, c'est important. Et l'appel qui devrait être lancé ensuite à déclarer le souverain, et là, il y a peut-être des initiatives à prendre, c'est le fait qu'il y a des réformes structurelles à faire dans les pays africains de l'Atlantique Sud. Autre point encore,
Rapidement, il reste très peu de secondes. Rapidement, c'est l'acte d'investir, mais aussi l'endettement. Il faudra bien trouver une solution à l'endettement. On ne peut pas effacer, on ne peut pas gommer. Et puis, le problème des taux d'intérêt extrêmement élevés. Donc, question, comment mobiliser de nouveaux modes de financement pour s'inscrire dans cette trajectoire, cette stratégie qui a été définie par le souverain. Excusez-moi de réagir rapidement parce que vous avez soulevé un point. Quelle est la part du revenu, je vais citer des noms, de Bank of Africa, de sa présence en Afrique. Non, c'est publié, c'est dans la bourse. 50% du bénéfice de Bank of Africa provient de ses filiales africaines. Tijari Ofa Bank, 40%. Chaque année, il y a des coups d'État, chaque année, il y a un pays et l'un compense l'autre. Donc le risque pays, quand il est bien divisé, quand il est bien cerné, ne pose pas de problème. La deuxième chose, c'est que c'est qu'on est dans le project finance, c'est-à-dire que vous avez une centrale électrique, un barrage, etc., qui est indépendant de la notion de prêt à une entreprise dans un pays ou le risque pays. Vous avez un certain nombre de leviers internationaux qui permettent de garantir, de sanctuariser, de sécuriser. Et cette conférence, moi, je ne la vois pas tout de suite, mais elle se prépare. Je crois qu'il ne faut pas, je dirais, mettre une règle et l'appliquer à tout. Sur ce volet-là, il y a des possibilités de financement de Merci. Je voudrais terminer cette émission par la lecture d'un dernier paragraphe de Sa Majesté, des paroles pleines d'optimisme. Je cite, j'ai déjà évoqué le sérieux et les valeurs spirituelles, nationales et sociales qui caractérisent intrinsèquement la nation marocaine dans un monde fortement agité. À cet égard, la marche verte traduit de fort belle manière les valeurs ancestrales de solidarité, de loyauté et de patriotisme qui permirent à notre pays de libérer son territoire et d'y exercer sa souveraineté pleine et entière. De fait, il s'agit d'un système de valeurs intégré qui a permis de consolider les acquis engrangés dans divers domaines, notamment l'impulsion de la dynamique de développement dans nos provinces du Sud et la consécration de leur marocanité à l'international. Fin de citation. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. On se quitte sur ces très belles paroles, pleines, empreintes d'optimisme et de réalisme. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.